Bienvenue au cours de rattrapage. Dans cette vidéo, pour les terminales en enseignement scientifique, on va parler de 2 siècles d'énergie électrique, c'est-à-dire de comment, ces 2 derniers siècles, nous avons pu domestiquer l'électricité afin d'en produire et de pouvoir s'en servir. Alors, d'abord, je vais parler de l'induction électromagnétique et ensuite, on parlera de l'effet photoélectrique. Le 19e siècle est très riche en découvertes au niveau de l'électricité. D'abord, c'est tout début du 19e siècle qu'Alessandro Volta présente sa première pile et donc du coup la possibilité de fabriquer, entre guillemets, de l'électricité et donc de pouvoir s'en servir. Ensuite, on a plusieurs découvertes, ce qui fait au milieu du 19e siècle, dans la deuxième partie du 19e siècle, on remarque que quand on fait passer de l'électricité dans un fil électrique, ça crée un champ magnétique. Ça, c'est intéressant. Déjà, ça nous a permis de remarquer qu'il y avait un lien en fait entre électricité et magnétisme. De la même manière, si on enroule un fil électrique autour, donc un fil électrique en cuivre, autour de quelque chose en fer, et qu'on fait passer un courant, on a remarqué aussi que ça crée un aimant qui était beaucoup plus puissant que les aimants qu'on pouvait trouver. Faraday remarque aussi plus tard que, si on fait passer un aimant à l'intérieur d'une bobine électrique, on a la création d'un courant électrique. Très court, mais création d'un courant électrique. C'est comme ça qu'on a découvert l'induction électromagnétique. En fait, en réalité, comme on a dit, donc les électrons, on pouvait par leur mouvement créer un champ magnétique. On a remarqué aussi que le champ magnétique pouvait mettre en marche des électrons, pouvait les faire se déplacer, ce qui crée donc un courant électrique. Pour avoir un champ magnétique variable, et parce qu'il faut que le champ magnétique soit variable, on l'a dit, le champ magnétique se déplaçait à l'intérieur de la bobine, c'est ce qui déplaçait les électrons. Si le champ magnétique est constant, les électrons ne vont pas bouger forcément. Donc pour avoir un champ magnétique variable, il n'y a pas 36 solutions. Faire bouger un aimant. L'application à ça, elle est venue assez rapidement, c'est ce qu'on appelle l'alternateur. Une dynamo sur un vélo, c'est un alternateur. L'alternateur, il est constitué de 2 parties. D'un côté, le rotor et autour du rotor, le stator. Le rotor, comme son nom l'indique, tourne, c'est un rotor, comme rotation. Et en général, il est constitué d'un aimant ou d'un électroaimant, c'est-à-dire une bobine parcourue par un courant électrique. Et de l'autre côté, on a le stator qui est une bobine de fil électrique. Quand on fait tourner le rotor, qui est donc un champ magnétique, à l'intérieur du stator, il va mettre en mouvement les électrons. Le champ magnétique, étant donné qu'il tourne, il va tourner dans un sens et dans l'autre, donc les électrons vont aller dans un sens puis dans l'autre, ce qui crée un courant dit alternatif, qui va dans un sens puis dans l'autre. Et plus le rotor va vite, et plus la tension, donc l'intensité du courant, va être grande. À chaque alternateur, on lui attribue ce qu'on appelle un rendement. Son rendement, c'est sa capacité à convertir l'énergie mécanique en énergie électrique. Et donc, du coup, son rendement, on le note état, c'est cette lettre-là, c'est égal à l'énergie électrique créée divisée par l'énergie mécanique qui avait été fournie. Ou ça marche aussi avec les puissances, puisqu'au final, l'énergie et la puissance sont reliées juste par un facteur temps. Dans une centrale électrique, on va avoir des rotors qui vont tourner à l'intérieur de stator, et donc du coup des alternateurs pour produire l'électricité. Le rotor, il est mis en mouvement de différentes façons selon la nature de la centrale. Si on est sur une centrale à flamme, c'est-à-dire charbon, gaz, pétrole, biomasse, mais aussi sur une centrale nucléaire, en fait, on fait bouillir de l'eau qui va se passer sous forme de vapeur. La vapeur se déplaçant va entraîner une turbine qui fait tourner l'alternateur, qui fait tourner le rotor de l'alternateur. Si c'est une centrale marémotrice ou une centrale marémotrice, c'est le courant de l'eau qui va entraîner le truc. Pour une centrale hydraulique, c'est pareil, c'est le courant d'eau, sauf que c'est nous qui contrôlons le débit, donc le courant. Et enfin, pour une éolienne, c'est tout simplement le vent qui va faire tourner les pales de l'éolienne, qui elles vont entraîner une turbine et donc un rotor. Même les pales de l'éolienne sont directement reliées au rotor. Petite chose à savoir, c'est qu'au niveau rendement, les alternateurs des centrales sont quasiment à un rendement de 1. Ça veut dire qu'on perd très peu d'énergie et ça, c'est vraiment presque parfait. Autant la plupart de l'électricité produite est faite par induction électromagnétique, parce qu'il y a diverses centrales qui fonctionnent comme ça. Aussi, il existe une autre manière de produire l'électricité, c'est l'effet photoélectrique. Alors l'effet photoélectrique, il a été découvert à la fin du 19e siècle et ensuite théorisé et a permis à un certain Albert Einstein d'avoir un prix Nobel en 1905. Alors comment ça marche? En fait, au niveau microscopique, vous le savez, la matière est constituée d'atomes. Ces atomes ont une certaine énergie et en fait, cette énergie-là, c'est les électrons qui la détiennent. Si on amène de l'énergie à ces électrons-là, ils vont monter en niveau d'énergie. C'est pour ça qu'on parle de quantum, de
d'énergie quantifiée parce que les électrons ne peuvent prendre que certaines valeurs. Donc ils ne peuvent être qu'à certaines valeurs d'énergie possibles. Et donc l'énergie qu'on pourra leur envoyer ne pourra avoir que certaines valeurs. Comment amener de l'énergie à un électron? Eh bien, c'est possible de le faire grâce à la lumière. La lumière, c'est constitué de photons, et ces photons-là ont une certaine énergie qui dépend de leur longueur d'onde. Ça, vous pouvez le voir en terminal SP. Il y aura une vidéo qui apparaîtra là-dessus, un de ces quatre. Si un électron reçoit un photon qui a trop d'énergie, eh bien, il va absorber la partie d'énergie qui correspond à la possibilité de monter en énergie. Et s'il a vraiment trop, eh bien, il va partir, il va se mettre en mouvement. C'est ce qu'on appelle l'effet photoélectrique. En gros, les électrons sont sont pas poussés par les photons, puisque les photons vont disparaître. En fait, les photons vont transmettre leur énergie aux électrons et ça va les faire bouger. Alors, dans le cas des solides, eh bien, c'est le niveau d'énergie là pour les électrons. Eh bien, on a ce qu'on appelle des bandes de valence, des bandes de conduction et aussi des bandes interdites. Suivant la nature du matériau, donc je vous mets ici, que ce soit un conducteur, un semi-conducteur ou un isolant, eh bien on va avoir une bande interdite qui est plus ou moins grande. Bien sûr, pour un isolant, elle est assez élevée, c'est pour ça qu'il est isolant. Pour un semi-conducteur, elle est relativement faible, et pour un conducteur, elle est nulle. Il n'y a pas de bande interdite. Les électrons de valence peuvent directement devenir des électrons de conduction. L'énergie à apporter à un électron pour qu'il passe de la couche de valence de la bande de valence à la bande de conduction, eh bien c'est ce qu'on appelle l'énergie de gap, ou gap tout court en fait, qu'on note EG. Et si cette énergie-là est fournie par un photon, eh bien on a création d'un électron qui devient conducteur, qui donc du coup passe en courant continu. Pour que ce gap dans les semi-conducteurs soit plus facile, eh bien on va doper les semi-conducteurs avec ce qu'on appelle des impuretés. En fait, ces impuretés, ce sont juste des atomes de nature différente. Et ça va permettre un franchissement du gap plus facile et donc du coup aux semi-conducteurs de pouvoir transformer l'énergie lumineuse en énergie électrique plus facilement. Et ensuite, grâce à ces semi-conducteurs qu'on va avoir dopés, on va les agencer judicieusement. Il y en a qui sont dopés P, il y en a qui sont dopés N. Et bien du coup, on va les mettre l'un sur l'autre. Ça va créer ce qu'on appelle un panneau photoélectrique. Ce panneau photoélectrique, lui, va pouvoir produire de l'électricité en courant continu. Donc après, on utilisera un petit truc pour que ça devienne du courant alternatif, parce que c'est ce qu'on utilise nous. Et puis voilà, et bien sûr notre panneau photoélectrique, eh bien, il faut l'utiliser dans des conditions optimales pour qu'il puisse être le plus rentable possible, parce que le rendement d'un panneau photoélectrique n'est pas non plus aussi élevé que celui par exemple d'un alternateur. Donc le rendement d'un panneau photoélectrique, pour l'optimiser, on va bien disposer notre panneau photoélectrique, bien l'orienter, pour qu'il puisse trouver un bon compromis entre la puissance qu'il peut délivrer et la durée pendant laquelle il peut délivrer cette puissance. Voilà. C'est-à-dire qu'on peut très bien l'orienter de telle façon qu'il émette une puissance très forte, mais pendant un bref instant, donc c'est pas forcément intéressant. Tandis que si on l'oriente de la bonne manière, on aura une puissance moyenne, mais qui va durer assez longtemps pour être intéressante. Voilà, c'est fini pour ce cours de rattrapage sur 2 siècles d'énergie électrique, mais plutôt sur comment on fabrique l'énergie électrique de façon différente. Je vous laisse donc vous abonner, laisser des commentaires, vous pouvez mettre des pouces, des j'aime, etc. C'est cool, c'est parfait. Et je vous laisse avec une citation de Grégoire Lacroix. Une panne d'électricité laisse l'aveugle indifférent.